Salut Daniel, Salut BPC. comment ça va? Ça va? Et toi? Alors ça va bien. Toi tu viens nous présenter comment monter une dynamique d'innovation dans son entreprise. Ouais, En bah, 7 écoute, points, moins de 7 minutes, on t'écoute. 7,7 minutes, c'est parti. Bah, écoute, le premier point qui me paraît vraiment important, c'est de pas recréer des nouveaux besoins, alors que les entreprises ont déjà du mal à absorber tous les besoins qu'elles sont en train d'adresser. D'accord. Donc, souvent, les structures d'innovation arrivent en disant tiens, j'ai un nouveau machin qui est passé, etc. Sauf que ça rentre jamais parce que toutes les équipes je dirais, ont déjà plein de projets et donc ça ne peut pas rentrer. Donc ça, c'est mon premier point. Ok. Le deuxième. Faut que j'oublie les autres points. Ouais. Le deuxième point pour moi qui est important, c'est le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut innover, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne sont pas certaines, qui ne sont pas juste une évolution incrémentale de ce qu'on sait faire. Donc à un moment donné, ça veut dire que ça peut se tromper. Enfin, on peut se tromper dans la réalisation. Le droit à l'échec, c'est important. C'est aujourd'hui un salarié qui va vouloir innover, un chef de projet ou n'importe qui, s'il n'a pas le droit de se tromper, forcément, il va vouloir sécuriser. Et donc, il ne va pas être dans un champ d'innovation, il va juste faire ce qu'on a toujours fait jusque maintenant. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit autoriser à ce qu'on se trompe. Voilà. Sinon on perd de la valeur en fait, parce qu'à trop se restreindre, on n'en crée pas. Quoi. Voilà, Donc, on n'en perd. crée pas, ça c'est... Voilà, exactement. Ok. Ouais. Point numéro 3, c'est ça? Tu peux regarder ton anti-sèche si jamais tu as besoin de regarder ton iPhone, parce que je sens que tu ne les maîtrises pas parfaitement, ces 7 points. Écoute, si, Le 3 que tu vas maintenant trouver. Voilà, le 3, en fin de compte, bah là, Regarde-moi dans les yeux, ça. voilà, c'est un peu comme dans une start-up, en fin de compte. Ouais. Il y a une question de dire, il faut que je travaille à économie de ressources. Parce qu'on a dit qu'il y avait le droit à l'échec, donc si on a le droit à l'échec, il ne faut pas qu'on perde beaucoup. Ouais. Donc, il va falloir qu'on restreigne les ressources, mais ce n'est pas que les ressources financières, c'est aussi les ressources d'expertise de la boîte. Si on veut les bons pour faire le projet Smart dans l'entreprise qui va réellement transformer, c'est bon, il faut les prendre au compte-gouttes. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour être très ingénieux dans la façon de consommer les ressources et aussi très ingénieux dans la façon de réaliser, parce que si on n'a que quelques dizaines de kilos euros pour réaliser un projet, il faut trouver d'autres chemins de traverse pour D'accord, faire ça. économiser la ressource. Alors ça c'était le Économiser la point ressource. numéro 3. On passe au point numéro 4 que tu as pu regarder tout à l'heure quand tu regardais ton iPhone. Le point numéro 4 pour moi, c'est faut arrêter les études. Aujourd'hui, 3/4 des gens sont en train d'étudier dans tous les sens en disant est-ce que je vais par là, est-ce qu'il fera beau demain, est-ce que ci et ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tester. C'est-à-dire qu'il On met sur le marché, on est dans l'action. Voilà. On est en live, on est avec un petit panel de clients parce qu'on n'expose pas. Ça marche ou ça marche pas, mais ça au moins marche, on ça teste. marche pas et on apprend. Et en fin de compte, il faut savoir derrière récupérer les apprentissages pour justement faire la transition vers le point 5. Ouais. Parce que tu allais me demander le point 5. Bah, j'allais te demander d'ailleurs. Tu as Le point 5 devancé. pour moi, c'est d'anticiper justement. C'est fort. C'est bon. Hein. Tu avais répété là, hein, Ouais, c'est on ça, a celui-là, répété c'est bon. le Ouais. D'anticiper la généralisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas seulement de se dire tiens, ce truc est fun, j'ai envie de le tester, ça a l'air marrant, ça plaît à quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui s'appelait. Il faut se dire aussi, mais si je dois généraliser ce petit machin que j'ai pu mettre en place, combien ça va coûter? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise? C'est-à-dire qu'avant de lancer, on n'a pas le droit de faire un peu les savants fous et de se dire tiens, je vais lancer un truc à droite à gauche sans avoir vraiment une feuille de route tracée. Une ligne stratégique en fait. Une ligne stratégique, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se tromper, on peut ne pas être sûr du modèle économique, mais par contre, si on sait dès le début qu'il n'y a pas de modèle économique, il ne faut pas y aller. D'accord. Souvent, on a tendance à l'oublier, ainsi que mon point. Ton point 6 qui arrive. Qui mais arrive et que j'ai oublié au passage. que nous attendons tous avant le point 7. Il arrive tout de Alors suite. ce 6. Et le 7 va être pas mal aussi. Le 6 pour moi, c'est, toutes ces démarches qu'on a pu mettre en place dans tous les secteurs d'activité, elles reposent essentiellement sur des intrapreneurs. C'est quoi ces moutons à 5 pattes et ces AMS? C'est un peu des gens qui, de toute façon, à la fois sont capables de déplacer des montagnes, de faire autrement. Souvent, quand on décrit l'entrepreneur et on parle avec les structures RH, elles nous disent mais ça ne rentre pas du tout dans les critères de gens qu'on recrute. Et pourtant, quand les dirigeants disent je veux de la réactivité, je veux faire autrement, je veux faire autre chose, on se dit mais finalement il faudrait des gens comme ça. Donc le problème dans les entreprises, c'est de se dire il faut que je donne une place à ces gens-là. Donc il faut que je leur crée un peu un cadre pour les protéger, parce qu'eux vont s'exposer dans tout leur parcours de carrière, parce que souvent ils restent 10-20 ans dans la même boîte, donc s'ils se prennent une gamelle, c'est-à-dire qu'ils se la gardent pendant des années. Donc il faut un peu créer un cadre dans lequel le comité de direction a compris l'importance de libérer ces gens-là et quelque part leur donne le mandat. D'accord, donc le droit à l'erreur, il y a un peu de bienveillance pour les aider. La bienveillance et de la protection de ces gens-là. Soutien. Tu as eu le droit de le faire, et donc nous ces cadres on les appelle des labs. Des fois c'est pas autant structuré, c'est juste un mandat qu'on a donné sur certains projets de dire on a le droit de faire autrement et on a le droit de ça c'est très clair pour ce point 6 et nous passons au point 7. Que je fais sans regarder mon anti-7. J'espère bien. Le point 7, c'est un point de communication. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont... on a envie de parler à tout va dès qu'on sort une innovation, et des fois, on a des innovations qui sont quasiment que des effets de com. Donc, je suis pas pour l'effet de com pour l'effet de com. C'est-à-dire que je pense que l'innovation doit anticiper une généralisation. C'est pas pour dire, tiens, on est les premiers à avoir fait. Par contre, d'un autre côté, ce qui est important dans l'autre sens, c'est qu'il faut que dès qu'on expérimente, on montre au monde
qu'on a bougé. Et ça, même si c'est un échec l'expérimentation, je dirais un client, un partenaire ne peut pas, ne pas bien considérer, c'est pas une super phrase, le fait qu'on ait bougé. Et donc je pense qu'il y a une vraie... faut comprendre comment communiquer, parce que cette communication, elle a deux vertus, que ce soit en interne ou en externe. Elle va permettre déjà à l'intrapreneur, quelque part, de pouvoir jouer le ticket d'après. Et deuxièmement, elle va permettre à tous ceux qui n'osent pas faire autrement, de se dire finalement, attendez, c'est valorisé par l'entreprise, donc on peut aller dans cette voie-là. Daniel, merci. C'était un plaisir. Ça donne envie. Il faut y aller. Allez, salut. Ciao, merci. Bye bye. Salut.